La thérapie par l'art, c'est en fait on utilise l'expression artistique pour se libérer. Quand on vit un choc émotionnel, quelque chose de très fort, on va externaliser, on va faire sortir ces émotions qui sont à l'intérieur et trouver un média, c'est-à-dire un moyen de l'exprimer, de l'exorciser, de le gérer aussi et de pouvoir ensuite le dépasser. Donc dans le cas de Diala, c'est la peinture. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue et bon matin à tous. Bon matin Karima. Bon matin Philippe, bon matin à nos auditeurs et auditrices. Ça va, vous allez bien ? Très bien Karima. Karima Chadibaou, psychothérapeute, coach parental et familial et coach de son fils Zakaria qui arrive au bout de son cycle de recrutement scolaire. Il s'arrête pas là, il me lâche pas. Hein. Oui, on arrive au bout là, ça y est. On attend les résultats. Vous m'avez raconté une histoire de synchronicité alors que... Voilà, pour révéler un secret, vous avez accompagné votre fils à Rennes. À Rennes, oui, en Bretagne. Oui, absolument. C'était quoi ? C'est l'école supérieure de commerce de Rennes. Ouais. Elle s'appelle l'école Business School de Rennes. Bon. Voilà. Et là. Et là, donc on était sur la terrasse, donc j'attendais que mon fils passe, il devait passer à 15h30, et donc il y a les admisseurs, il y a toute une organisation et tout ça. Ils appellent ça les admisseurs, c'est les anciens élèves, enfin les élèves qui ont déjà 1 an dans l'école et qui les accompagnent, qui les coachent un petit peu, qui leur disent comment se tenir, et qui parlent aussi de l'école, qui leur présentent l'école. Et donc nous, à un moment donné, donc on était sur la terrasse, on attendait, Zach est en train de refaire son déroulé, et puis il y a un professeur. En fait, on savait pas que c'était un professeur, puis en plus il parle, c'est multiculturel, il parlait qu'anglais, et qui se retourne vers nous et puis qui nous parle en arabe. Il nous dit salam alaikum et tout ça, donc on lui répond. Et voilà, et en fait, c'est un professeur qui faisait partie d'un autre jury, mais qui coachait Zakaria, en fait, qui lui a dit l'attitude à avoir, parce que la devise de l'école, c'est penser en dehors du cadre. Et donc il lui dit ça vous déjà... va bien, ça. Je suis sûr que c'est vous qui avez choisi l'école. Mais ça me va très bien, Penser en dehors du cadre. Oui, penser en dehors du cadre et en dehors out of the box, sortir de la boîte et donc laisser libre cours à sa créativité et à sa liberté de penser. Et donc voilà, donc il a coaché là-dessus juste avant qu'il passe, et voilà, ça s'est très 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 bien passé. Et j'ai dit waouh, il est arrivé comme un ange gardien comme ça, qui arrive et qui vient lui dire quoi dire et comment le dire, et les attentes en fait du jury, et j'ai trouvé ça magique quoi. Synchronicité. Exactement, synchronicité. Et une autre synchronicité. Mais je vais la raconter après, je vous laisse présenter notre invité. Vous dire qu'il y en a une autre ? Il y en a une autre, mais celle-ci avec notre invité, allez-y. D'accord, on va parler d'espoir ce matin, Karima, avec notre invité qui s'appelle Diala Camara. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous connaissez bien Karima et Diala ? Oui. Vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés à un atelier de développement personnel qui a eu lieu sur Aulnay-sous-Bois. Absolument. Avec une association, je crois que c'était avec le centre... l'AXA. Voilà, c'était avec le centre l'AXA d'Aulnay-sous-Bois. Et on s'est rencontrés là-bas. Exactement. Pour la première fois, un cours de développement personnel. Absolument, de croissance personnelle, donc des ateliers mis en place pour les femmes et entre femmes. Exactement. Et de croissance personnelle dans lequel on travaille en fait sur nos blessures, sur notre confiance en soi, l'affirmation de soi, l'estime. Ouais. Exactement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a maintenant 4-5 ans. Il y a 4-5 ans. Voilà, et Diala, ça fait un moment, donc depuis 1 an, c'est plus d'1 an qu'on ne s'est pas revus. Et il y a quelques jours, je vous parlais de la synchronicité qui m'a amenée que Diala soit là aujourd'hui. Diala, donc elle a fait un grand travail sur elle-même et avec elle-même, sur son histoire de vie. Elle va en parler, mais juste pour dire la synchronicité. Et Diala m'a offert un tableau qu'elle a fait. Et ce tableau est accroché à un des murs dans mon salon à la maison. Et il y a 3-4 jours, ce tableau est tombé en fait. Il est tombé de sa place. Et 3 jours après, je reçois un appel de Diala. Ça, c'est une synchronicité. Et je pense à elle. Je dis, tiens, j'aimerais bien savoir comment elle va, ce qu'elle est devenue. Et elle m'a appelée. Et voilà, une synchronicité. Il y a des choses qui se passent comme ça dans la vie. Et dans le plan qui s'exprime, du grand horloger, qui s'exprime. Et donc voilà pourquoi Diala est là aujourd'hui. Donc je te laisse parler de ton parcours de vie, de tout ce que tu as vécu et de qu'est-ce qui va se passer pour toi très prochainement.
D'accord, ok. Bah, c'est avec plaisir que je partage ce moment avec vous. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde surtout, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis issue d'une communauté assez renfermée. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour faire montrer qu'on peut s'ouvrir aussi aux autres, sans en avoir peur, bien sûr, parce que la peur est quelque chose qui nous guide tous aujourd'hui. Et pour moi, j'ai peur, mais je suis là quand même. Je vais au-delà de ma peur. C'est là où c'est bon. Ça fait peur, mais c'est bon. La sensation est bonne. C'est quand on se confronte avec ses peurs que c'est bon. Et on va voir avec vous ce matin comment l'art vous a amené à vous réconcilier avec la petite fille que vous étiez et à avec vos traumatismes. Exactement. Alors aujourd'hui, vous l'exprimez comment, vous l'art? C'est quoi votre moyen d'expression? C'est la peinture. C'est la peinture c'est celle qui m'a le plus parlé et celle qui m'a le plus servi jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on parle aujourd'hui, Karima, beaucoup d'art-thérapie. Oui, alors, on va expliquer absolument. à tout le monde ce que c'est que la thérapie par l'art. Alors, la thérapie par l'art, c'est en fait, on utilise l'expression artistique pour se libérer, pour exprimer d'abord, parce que la plupart du temps, donc, quand on vit un traumatisme qu'on a vécu durant l'enfance, ou même le jeune plus soi, en fait, le soi plus jeune, pardon, le soi plus jeune. Donc, quand on vit un choc émotionnel, quelque chose de très fort, on va choisir en fait un média, c'est-à-dire un moyen de pouvoir l'exprimer, un moyen de pouvoir l'exorciser, un moyen de pouvoir le mettre en forme. C'est comme une gestalt en fait. Quand on parle de gestalt thérapie, donc une thérapie par la gestalt, donc c'est un mot allemand qui veut dire mise en forme. C'est-à-dire qu'on va externaliser, on va faire sortir ces émotions qui sont à l'intérieur et trouver un média, c'est-à-dire un moyen de l'exprimer, de l'exorciser, de le gérer aussi et de pouvoir ensuite le dépasser. Donc dans le cas de Diala, c'est la peinture. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser la poterie. Donc quelque chose avec de fabriquer avec ses mains, la mise en forme avec ses mains. D'autres personnes vont choisir le mouvement avec la danse thérapie. Et notamment, on a eu le chant aussi. Exactement, des personnes avec le chant, avec la voix. Donc de faire sortir cette douleur, ces râles, ces peurs, ces cris, et donc de pouvoir vraiment les mettre en forme de cette manière-là. Donc il y a la peinture, il y a la poterie, il y a la danse, il y a le chant, il y a l'écriture aussi. Maintenant, il y a beaucoup d'ateliers d'écriture. La cuisine, et j'ai même une patiente aussi qui utilise la couture. Elle crée avec la couture, donc elle l'externalise en fait la petite fille qu'elle a été. Donc dans ton cas, toi, avec la peinture, et tu fais des... D'accord, mais est-ce que ça s'apparente à une psychothérapie ou ça n'a rien à voir? Ça s'apparente quand même à une psychothérapie pour moi. Oui, alors la psychothérapie, c'est quoi? C'est on va utiliser des moyens de communication, des moyens de thérapie, donc de soins, pour pouvoir donc se libérer de ces chocs émotionnels, donc une libération émotionnelle et une libération aussi des mémoires traumatiques. Ça veut dire quoi? Donc c'est dans le cadre, le psychothérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir, en fait, il a une palette d'outils pour pouvoir accompagner son client patient avec l'outil le plus adapté, le plus approprié à la personne. Dans le cas de Diala, la peinture, c'est le plus approprié pour l'aider. Alors, dans d'autres courants, on va plutôt parler justement le fait de ventiler, le fait de verbaliser sa douleur, et des personnes n'y arrivent pas. Le fait d'en parler ne résout pas le problème. Vous Diala, c'était pas votre moyen d'expression, la parole? La parole, non, parce que ma parole a été tue depuis enfant, en fait. J'ai pas forcément eu de parole, donc je savais pas que j'avais droit à la parole pour exprimer mes émotions. Donc c'est ce qui a fait que je suis partie par l'art. Et comme elle dit Karima, je suis passée par de la thérapie. Et donc vous avez quand même essayé. J'ai quand même essayé, au oui. Départ, je suis quand même au départ partie par la thérapie. Ça m'a pas forcément parlé. Et ensuite j'ai commencé à aller sur de l'hypnothérapie. Oui. Et c'est là par contre ça a matché. C'est quelque chose qui m'a parlé et c'est quelque chose qui m'a accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'accord. Hypnothérapie. L'hypnose, la thérapie par l'hypnose, c'est-à-dire donc hypnose, c'est la focalisation, donc c'est la conscience modifiée où on va aider la personne à aller retrouver les mémoires traumatiques, la réconciliation avec son enfant intérieur, d'aller revoir en fait ses traumas, mais d'une manière plutôt distancée, plutôt avec du recul. Et dans un espace safe place qu'on appelle, c'est-à-dire dans un espace de sécurité, bienveillant et d'accueil inconditionnel.
D'accord. Donc, c'est parce que quand on parlait Diala parle de la psychothérapie classique, la plupart du temps, c'est de la psychothérapie analytique. C'est-à-dire qu'on va analyser, bon, il m'est arrivé ça quand j'étais petit, mes parents, ceci, cela, mais ça ne règle pas le problème. Le fait d'en parler, ça suffit pas. Là, on utilise l'art pour pouvoir vraiment se réapproprier son histoire. Son identité. Ah ben voilà, donc tu vas encore plus loin. Mais alors, si on vous écoute, Karima, tout est thérapie. Oui, moi de mon point de vue, en tout cas, c'est exactement, comme ça. Oui, pareil, je suis pareil. Je suis du même point de vue qu'elle parce qu'on est obligé de passer par là pour pouvoir comprendre. Pour moi, oui. Oui, et tout est thérapie aussi dans le sens où dans notre environnement, il y a par exemple des personnes qui vont être plus dans de l'art-thérapie, mais de l'art-thérapie méditative, contemplative. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'extérieur, dans la forêt, d'autres personnes vont partir dans le désert, d'autres personnes vont grimper le mont, quel mont, je ne sais pas, mais voilà, moi je suis une adepte des forêts. Le mont Arafat. Le mont, par exemple, exactement. Donc, dans ces jours bénis, donc de monter, d'aller, ou de rentrer dans une caverne. En fait, c'est de la symbolique très forte de l'inconscient. Et qui nous dit en fait, il y a comme une injonction à c'est maintenant le moment de te reconnecter à toi, c'est maintenant le moment d'aller à l'intérieur de toi, c'est maintenant le moment d'aller défricher cette terre aride de laquelle tu penses, où il n'y a pas de fleurs, où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas de fruits à goûter, où il n'y a pas de vie. Voilà, exactement, une terre brûlée. Donc c'est le moment. Donc tout est thérapie, tout dans notre environnement nous permet de pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes et d'aller nous explorer, nous écouter. Alors Diala, on peut aller voir vos œuvres depuis quelques jours, puisque vous exposez. Vous exposez où ? J'ai pas encore exposé, mais l'exposition a lieu le 7 juillet. À la Courneuve d'Aubervilliers et ce sera avec plaisir que je vous accueillerai et vous êtes les bienvenus bien sûr. Combien de peintures? À mon actif, je suis à plus d'une 50aine de peintures, mais à l'exposition, il y en aura à peu près une 20aine. Comment la pratique d'une activité artistique peut-elle restaurer la confiance en soi? On en parle ce matin avec notre invité Diala Camara et Karima Chadibaou. Donc vous, votre mode d'expression, Diala, c'est la peinture. Mais on a vu avec Karima tout à l'heure que finalement l'art-thérapie pouvait prendre beaucoup d'autres formes. Absolument. La forme qu'on veut, en fait. La forme qu'on veut, en fait. C'est une expression, en fait, elle est reliée avec l'expression de son art, en fait. Et à partir du moment où vous le faites avec cette intention de vous libérer émotionnellement, de libérer une mémoire traumatique, de libérer une peur, de libérer une émotion, donc vous le faites, c'est de l'art-thérapie. Voyez. Alors peut-être que les gens seront perturbés parce qu'ils vont entendre art en disant oh là mais moi je sais pas dessiner, je sais pas peindre, je sais pas faire de poterie. Oui. Mais il faut pas forcément être très doué, voilà, un expert. Un expert. Pas du tout, parce que moi j'y étais pas du tout. Alors, mais j'étais étonnée moi-même du résultat des toiles que j'ai fait, parce que je me suis dit c'est moi qui fais ça, et c'est moi qui ai dessiné ça, et faut pas sous-estimer en fait, faut laisser parler sa créativité. C'est ce que je dirais. Et comment est-ce que vous avez trouvé votre style ? Je l'ai trouvé. Comment j'ai trouvé mon style ? C'est surtout vis-à-vis, vous savez, je pourrais pas décrire ça comme ça, mais au niveau des pinceaux, vous savez, on a une manière d'utiliser le pinceau et il y a une fluidité qui se fait et certains vont juste lancer de la peinture. Moi, j'ai trouvé une fluidité et c'est vrai que je suis très très perfectionniste et je joue sur les traits. Et c'est les traits qui m'ont permis de comprendre mes émotions à travers mes toiles. Et j'ai une question par rapport à ça, Diala. Quand tu dis ces traits, ce qu'ils représentent pour toi, je veux dire, à chaque fois quand tu prends une toile et que tu te dis, est-ce que tu as déjà une idée de ce qu'il va y avoir dessus, de quel genre de traits, des épais, des fins, des ondulés, des staccato, des cassés, des rythmés ou des oui. Voilà, un petit peu, c'est parce que ceux qui nous écoutent vont se dire oui, je veux par exemple parler de l'émotion de l'amour, je suis en train de vivre l'amour aujourd'hui et je veux sortir cet amour que j'ai dans le cœur et le mettre sur une toile. Par exemple, si je te donne cet exercice-là, tu ferais comment ? Déjà, moi, je jouerais sur la couleur. Parce que les couleurs aussi sont très importantes, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle couleur. Chaque couleur est dédiée à une émotion, est dédiée à une joie, la peur ou l'amour ou quelque chose comme ça. Donc déjà, si je dois faire une toile, par exemple, tout de suite, si tu me demandes de faire une toile sur l'amour, j'irai déjà sur une couleur chaude. Parce que déjà, j'ai appris à me connaître et je suis quelqu'un de très chaleureuse. Donc j'irai sur déjà du rose, du rouge, du jaune à la fois, parce que ça se mélange à l'amour. Donc après, ensuite, je jouerai sur des traits
pour ma part, qu'est-ce qu'est l'amour pour moi, comment je vois l'amour. Et par rapport à ce que je vois, comment je vois l'amour, et bien là, il y a des choses qui vont se dessiner. Moi, j'aime énormément tout ce qui est papillon, feuillage et tout. Ben, je vais aller sur ça. Je vais commencer à dessiner sur des petites feuilles, des machins. Et petit à petit, le tableau, il prend forme comme ça. Et ça présuppose en fait aussi que tu as été travailler avec la petite fille, ce qu'elle aime en toi, c'est-à-dire de renouer avec elle, avec ton cœur d'enfant. Ah oui, j'ai pas le choix parce que sinon, si je peins, je peins sincèrement en fait. Ah, c'est oui, intéressant. Si je prends pas, si je vais pas voir cette petite et lui demander aussi de m'accompagner pendant cette toile-là, eh ben, elle sera pas sincère, elle sera pas complète la toile en fait. Il y aura que Diala l'adulte qui sera présente. Alors que si on est deux, ben, on est en complémentarité et on s'accompagne toutes les deux et on fait quelque chose de magnifique. Super. Donc, alors, comment vous vous êtes réconcilié avec cette petite fille? Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette petite fille? Cette petite fille a eu une enfance très, 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 très difficile. J'ai perdu ma mère à l'âge de 13 ans. Elle est décédée d'un cancer du sein. Et ensuite, je dirais 13 ans, c'est là où elle est vraiment décédée. Mais depuis l'âge de 6 ans, j'ai grandi sans ma mère. J'ai dû grandir avec mon père, mes frères et mes demi-sœurs. Et donc avec ma belle-mère. Mon père avait 3 femmes. Donc ce qui fait que j'avais affaire à 2 autres femmes. Et dans les deux autres femmes, il y en a une qui m'a éduquée dans la maltraitance. Donc j'ai été enfermée, j'ai été battue. Voilà, on va dire que voilà, j'ai pas été loupée. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ce qui a fait que. Quand vous dites enfermée, c'était quoi, un placard, une non, cave? dans une chambre. Dans une chambre avec le cadenas sur les volets. Vraiment, je voyais vraiment rien. Dans le noir. Pas. Dans le noir, exactement, le noir total. Et facilement, dès que mon père, au moment où on savait que mon père allait rentrer 10-15 minutes avant, on me sortait de la pièce et t'as rien à dire, quoi. C'était comme ça. Et j'ai tout gardé, en fait. Et émotionnellement, tout ça a été, comme on dit, quand on n'exprime pas, ça reste à l'intérieur, ça fait des mémoires. Et aujourd'hui, voilà, cette petite, j'ai dû aller la voir parce que j'ai rencontré une expérience dans ma vie qui a commencé à me faire titiller. C'était la naissance de ma fille. C'était parce que j'avais déjà eu un enfant, c'était un garçon, et je l'ai accueilli à bras ouverts. Mais dès que j'ai eu ma fille, malheureusement, j'ai commencé à rejeter ma fille. Et je comprenais pas pourquoi, mais je voulais vraiment pas de ma fille. Je l'ai accouchée et tout. Dès qu'on me l'a amenée, j'en voulais pas du tout. Et petit à petit, la curiosité est arrivée à un moment de me dire pourquoi je rejette ma fille comme ça. D'autant que j'ai eu d'autres filles derrière et j'avais pas cette problématique-là avec eux. Vous avez combien d'enfants en tout? J'en ai 5. Donc voilà. Donc dès que j'ai eu mes autres filles, par contre, j'avais pas ce problème-là. Mais ma première fille, impossible de l'accueillir, impossible de me sentir bien avec elle. Elle voulait me faire un câlin, c'est impossible. Je supportais pas ces câlins. Par contre, les autres, j'avais aucun problème. Donc petit à petit, j'ai commencé à me remettre en question parce que derrière, je blesse quand même ma fille aussi. Ouais. Donc essayer d'aller comprendre c'était dû à quoi. Et le travail il a commencé quand j'ai commencé l'atelier avec Karima. Petit à petit, je me sentais un peu en colère, enfermée. Tout a commencé à remonter. Et petit à petit, on a travaillé avec Karima. Je l'ai vue en privé aussi. Oui. Je l'ai déjà vue en privé aussi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais vraiment, en fait, à l'intérieur de moi, une enfant qui a été totalement blessée, qui n'avait même pas d'identité, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai dû faire face à ça, accepter que j'avais pas d'identité, ni accepter de pas avoir été, comment dire ça. Ma mère aussi a eu à sa part, comme on dit, de responsabilité. Par la suite, j'ai appris aussi que. Quand vous parlez de votre maman, vous parlez de votre mère. Ma mère, celle qui m'a mis au monde. Exactement, voilà. Ouais. Et il s'avère que plus j'ai travaillé, j'ai découvert à travers le travail que j'ai fait en moi que j'ai été rejetée aussi par ma propre mère, en fait. Donc, ce qui peut expliquer que vous ayez rejeté votre premier enfant. Exactement. En fait, je reproduisais ce qu'on m'avait fait, en fait. J'ai juste reproduit ce qui m'était arrivé, en fait. Et c'est comme ça que j'avais compris. Une fois que j'ai compris ça, j'ai vraiment essayé de chercher. Et après, je pourrais pas lui trouver des excuses, mais je pourrais pas lui en vouloir non plus. J'ai appris que je suis arrivée après un enfant décédé. Donc, c'est vrai que je me mets à la place de ma mère. Moi-même, je perds un enfant. J'attends un autre enfant derrière. Je sais pas comment je le réceptionnerai aussi. Donc, aujourd'hui, voilà. C'est une paix que j'ai fait avec moi-même et aussi avec ma mère. Et je suis en train de faire la paix aussi avec ma fille, ma fille à qui c'est arrivé aussi. Aujourd'hui, elle s'épanouit beaucoup plus. Elle était très renfermée. Elle a tellement ressenti le rejet que je lui faisais qu'aujourd'hui, elle s'épanouit autant que moi, en fait. Donc, Donc guérissant, parce que je la guéris, quoi. Diala est la clé, en fait, entre cette chaîne transgénérationnelle, cette lignée de femmes,
donc ta mère, puis pour remonter aussi à ta grand-mère, de ce qu'elle a vécu. Exactement. Et cette lignée, en fait. Et souvent, l'être humain, c'est ce qu'il fait porter à l'enfant qui est à ta charge, c'est-à-dire sa douleur. Donc, parfois, avec nos projections, nos désirs, nos envies, nos réussites, on veut que nous, on n'a pas réussi, donc on les projette sur eux, mais on projette aussi nos douleurs, on projette aussi ce qu'on n'a pas réalisé. Et donc, quand c'est, comme dans le cas de Diala, des transmissions inconscientes, des contrats en fait transgénérationnels, des mandats, on les appelle aussi comme ça, les mandats transgénérationnels. Donc on peut remonter à 3-4 générations au-dessus et de voir que voilà comment sont traitées les premières filles, les premières nées, de ce qui se passait là, de refaire là. Donc toi tu as fait ce travail pour toi, mais tu l'as fait pour ta mère et tu l'as fait pour ta fille. Exactement. Et donc même pour ta petite fille, quand ta fille sera mère, elle aussi à son tour. Eh bien, comme tu t'es libéré, tu as libéré ta mère et tu as libéré au-dessus. Depuis tout à l'heure, on parle de l'enfant intérieur. Les gens qui nous écoutent, ils vont peut-être se demander ce que c'est que ça. De quoi ils nous parlent? De l'enfant, de la petite fille intérieure. De la petite fille intérieure. Qu'on donc vient c'est un chercher concept, par la main, oui. Voilà, c'est un concept psychologique qui nous vient, qui a été beaucoup développé par l'analyse transactionnelle, mais aussi donc Eric Berne, mais aussi par Carl Gustav Jung, et qui nous parle en fait de cette partie. C'est la partie blessée en nous. C'est le soi plus jeune, toute cette partie de nous qui porte nos blessures, nos peurs, nos craintes, nos colères, nos désillusions, et toutes les projections que les parents font sur cet enfant. Et donc là, ce que explique Diala, c'est le fait, l'art lui a permis, la peinture lui a permis d'aller rentrer en connexion, en lien, en reliance avec cette partie d'elle-même, celle qui souffre et celle qui était dénigrée, qui était désavouée, qui était humiliée, qui était rejetée, parce que c'était comme ça qu'elle était traitée par la mère et par la belle-mère. Et donc, du coup, d'aller renouer avec elle et d'aller l'apprivoiser. Et de lui dire, voilà, cette partie de toi qui manquait de sécurité, manquait de confiance, manquait d'amour et d'attention. D'affection. Et donc, finalement, tu es devenue ta propre mère sans que tu ailles la chercher à l'extérieur. J'ai dû être ma propre mère. Oui. Voilà. J'ai dû aller retravailler, moi, en tant que mère de 5 enfants, j'ai dû aller retravailler la mère avec 7 enfants-là aussi. Donc, j'ai dû avoir 2 rôles de mère, celle avec mes enfants, mais celle avec moi-même aussi. Exactement. Et pour être justement cette mère suffisamment bonne dont parle Winnicott, celle qui va donner de sa sollicitude, de son amour, de se le donner à soi-même pour pouvoir ensuite le donner à l'extérieur. Et donc l'étoile de Diala, donc ce vernissage qui va avoir lieu, donc va permettre de vraiment je pense que c'est la consécration pour toi. Exactement, c'est exactement ça. J'ai mis du temps parce qu'on m'avait fait plusieurs propositions pour les exposer. J'ai pas voulu parce que j'étais pas prête. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est que je suis prête déjà. Et je pense qu'il y a aussi une part de fierté de partager ça. Et c'est surtout pour faire montrer que il y a pas que la parole en fait. Il y a d'autres moyens de s'exprimer et il faut oser. Surtout, il faut oser. J'ai peur, oui, c'est vrai, j'ai peur, mais c'est pas pour autant que je le ferai pas. Donc tu as surmonté ta peur. Exactement. Très bien. Et transformé en une œuvre d'art, c'est ça. C'est ça. Donc vous voyez, comme souvent on nous l'enseigne à l'école, quand on lit la vie de Van Gogh, des grands peintres, et on dit oh là là, mais sa vie c'était quoi? Il est passé par là, il a eu ceci, les trahisons, les chagrins d'amour, et même les grands poètes, Baudelaire et compagnie. Enfin, faut pas dire ça comme ça, mais voilà, vous m'avez compris. De dire que parfois la souffrance, la tristesse sont des moyens de créativité, de faire sortir, de faire émerger quelque chose de nous. Oui, c'est ça. Moi, je dirais exactement la même chose. Il ne faut pas avoir peur de sa tristesse, ni de sa colère, ni de ses peurs. Parce qu'en ayant peur, on est bloqué, on se bloque automatiquement tout seul, en fait. Alors que si on apprend à les accueillir, ça s'apprend. Déjà, ça s'apprend. Parce que moi, j'ai dû l'apprendre par Karima, déjà. J'ai dû l'apprendre. Et quand on l'apprend, on est beaucoup plus bienveillant envers soi-même, déjà. Et on apprend à l'accueillir. Et une fois qu'on a appris à accueillir, le reste, il va suivre, en fait. Il faut juste accepter de se faire confiance. L'art comme outil de libération émotionnelle et des mémoires traumatiques. On en parle ce matin avec nos invités. Karima Chadibaou est avec nous comme tous les mercredis. Et puis Karima, vous avez invité Diala Camara aujourd'hui, dont nous fêtons la première exposition de peinture. Vos toiles vont être accrochées et les gens vont pouvoir venir vous voir, voir et puis acheter peut-être des tableaux et les mettre dans leur salon, dans une pièce, et que ça leur
ça exprime pour eux quelque chose, ça représente quelque chose pour eux. Dans le partage, comme tu Oui, l'es exactement, toujours. dans le partage. Moi, après, ça, c'est ma devise, Voilà. le partage. Qui sont ceux à qui vous n'avez pas pardonné, s'il y en a? Aujourd'hui, pour le moment, la personne où j'ai vraiment du mal à pardonner, c'est moi-même. Ah bon, qu'est-ce que vous avez à vous pardonner? À me pardonner, parce que quand on fait ce très gros travail sur soi, on rend compte qu'il y a beaucoup de choses où on n'a rien pu faire, mais on s'en veut quand même, en fait. On s'en veut énormément de ne pas avoir agi. Même si on était un enfant, on s'en rend pas compte, mais on s'en veut vraiment de ne pas avoir agi, pas avoir fait quelque chose. Donc, au fond de nous, on s'en veut et donc on ne se pardonne pas. Aujourd'hui, je pense avoir pardonné à beaucoup de monde, mais celle à qui aujourd'hui je dois vraiment pardonner, c'est à moi-même. Et je commence tout juste. Donc voilà. La culpabilité est toujours là? La culpabilité, aujourd'hui, je la balaye parce que j'ai mis du temps, mais je la balaye bien comme il faut maintenant. Non, elle est là, mais elle a plus autant de pouvoir qu'elle avait auparavant. Oui, peut-être parce que dans ton processus et même peut-être dans cette gestalt, dans cette mise en forme, le fait d'apprivoiser en fait de cette culpabilité, puis de savoir quand elle intervient, c'est-à-dire savoir à quel moment elle agit, à quel moment elle est là, donc c'est plus facile pour pouvoir la désactiver. Exactement, c'est parce ça. qu'elle a toujours été là et elle va t'accompagner de toute façon. Oui, tout au long de ma vie, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est exactement ce que tu dis, parce que c'est vrai que la culpabilité, elle nous ronge, elle est autour de nous tout le temps. Faut juste savoir, au moment où elle arrive, il faut juste savoir l'accueillir et dire les bons mots, en fait. Et c'est ce qui se passe en moi quand ça arrive des fois que je vais être là, ouais, mais tu te rappelles, il y a cette petite voix intérieure qui se dit oui, mais après je dis non, stop, oui. Ça, c'est arrivé, mais c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec, je vais de l'avant. Et c'est comme ça que la culpabilité, on la stoppe. Et la culpabilité, pour faire juste un petit point théorique, on l'appelle aussi dans certains courants la honte toxique. Elle découle directement en fait du manque d'estime de soi, de la dévalorisation, de la violence, de la maltraitance. Et donc le fait de ne pas connaître sa valeur personnelle, parce que quand un enfant vient au monde, on l'aime tout de suite. Il n'a rien fait, il n'a rien accompli, mais on l'aime. C'est-à-dire qu'il y a déjà cet élan naturel. Et quand on n'a pas été accueilli et reçu et célébré la vie, pourquoi est-ce qu'on fait des baptêmes? Pourquoi est-ce qu'on fait des aqiqa en arabe? Pourquoi est-ce qu'on fait une célébration pour annoncer la venue de cet enfant? Parce qu'on lui montre déjà qu'il est important. Et cette culpabilité, cette honte toxique, elle vient souvent de là. C'est aussi quand par exemple, moi je le donne souvent en exemple aux parents quand je les accueille, quand ils me disent oui mais manque de confiance, je lui dis quand vous vous disputez, quand les parents se disputent et que donc ils sont par exemple dans la cuisine, ils se disputent dans la cuisine, dans le salon, puis le petit enfant est en train de jouer dans le salon avec ses jouets et que les parents se séparent comme ça après la dispute et qu'il y en a encore un qui est chargé émotionnellement de ce qui s'est passé et qu'il voit l'enfant en train de jouer, qui va tout de suite lui dire mais combien de fois je t'ai dit de pas jouer ici? Combien de fois je t'ai dit de mettre tes jouets dans la chambre? Donc l'enfant fait une association dans sa tête de dire c'est à cause de moi que papa et maman se disputent et je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place. C'est ce qui va découler en fait de ce manque d'estime de soi et donc cette culpabilité qui nous accompagne. Mais quand on fait un travail sur soi et avec soi-même, d'accord, on arrive à reconnaître cette culpabilité. Quand elle s'enclenche, quel est l'élément déclencheur et comment m'en libérer et comment ne pas écouter, parce que la culpabilité souvent quand elle est honte toxique, elle est mauvaise conseillère comme la colère. Donc je vais dire ok, je sais que c'est ce schéma de culpabilité qui revient, je le connais, je l'accueille, c'est quoi le 2% de sagesse de ce message, de cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, c'est mon scénario d'origine qui est en train de se rejouer. Donc quand je l'apprivoise, je le connais, j'arrive à le désactiver. Je ne peux pas m'en débarrasser parce que j'ai été pétrie avec ça et construit mon identité et ma personnalité avec ça, mais je peux m'en libérer dans le sens où le désactiver. Est-ce que c'est un petit peu ça, exactement, Diala, ce qui se passe pour toi? J'ai rien à rajouter. Oui, c'est exactement ce qui se passe aussi. C'est peut-être pas facile à le faire, mais c'est à faire. Parce que je dirais que après c'est qu'un cadeau. En fait, le reste n'est que cadeau. Donc oui, c'est exactement ça. Donc dans ce processus de pardon, de se pardonner à soi-même pour pouvoir aussi pardonner aux autres, c'est une boucle en fait. Hein. C'est une boucle, exactement. Donc il y a la culpabilité, il y a la honte, il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent à ce moment-là. Après, c'est pour ça que je dis j'ai plus de mal à me pardonner à moi qu'aux personnes qui m'ont fait du mal en fait aujourd'hui dans ma vie. Mais c'est un travail qui est en train de se faire parce que je me libère de cette honte d'avoir vécu. Parce que dans le fond, on a honte d'avoir vécu ces choses-là.
Moi, j'ai eu honte d'avoir été maltraitée, j'ai eu honte d'avoir été humiliée, d'avoir été trahie, toutes ces choses-là. J'en ai eu honte jusqu'à m'en vouloir à moi-même d'avoir laissé les gens me faire ça, en fait. Et c'est ça qu'on appelle, quand je dis se pardonner à soi-même, c'est ça. Accepter qu'on nous l'a fait, c'est pas facile non plus. Donc aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que je travaille aujourd'hui. Quel est le cadre thérapeutique de l'art-thérapie ? C'est-à-dire, ça se passe comment finalement ? Il est où le thérapeute ? Ah, d'accord. Alors, généralement, parfois ça peut se faire donc en cabinet, en one-to-one, c'est-à-dire tout seul. Enfin, tout seul, le thérapeute et le client, et le client-patient. Alors, moi, j'hésite encore sur les deux. Je dis client ou patient. On ne peut pas dire patient. Non, on ne dit pas patient parce qu'on n'est pas des médecins. Et patient, nous, on dit plus client. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que la personne qui vient consulter, elle est actrice de sa vie. Tandis que le patient, il est déjà en position basse et il attend que la réponse vienne d'au-dessus de lui, donc la position haute du médecin. Tandis que nous, en tant que thérapeute, non, c'est une co-construction, c'est un travail, c'est une alliance. Donc, dans cette alliance, donc le travail, le cadre d'art-thérapie peut se faire donc soit one-to-one dans un bureau, où on va donner à notre client. Moi, je le faisais parfois avec la pâte à modeler. Je le fais beaucoup avec les enfants encore, avec de la pâte à modeler, où je le mets à disposition. Le fameux dessin de l'enfant, on le fait dessiner, dessine-moi ta famille, dessine-moi l'école, dessine-toi. Ben, c'est de l'art-thérapie, ça aussi, parce qu'on externalise ce qui se passe dans la tête, donc on le met sur la feuille et on fait comme avec d'autres techniques, je le fais avec des petites marionnettes, des petits jeux, des petites comment on appelle les marionnettes qu'on met là sur les doigts que je fais parler, voilà. Donc ça se fait dans ce cadre-là pour faire en fait aussi ce qu'on appelle une psychogéographie, c'est-à-dire qu'on va skier à l'intérieur, on le met à l'extérieur, on le pose sur le sol et la personne peut explorer. Ça peut se faire de cette manière-là, ça peut se faire aussi en groupe. C'est-à-dire, on est plusieurs, il y a le thème, il y a la consigne qui est donnée et on met du matériel à disposition. Donc, il y a du collage, il y a des ciseaux, il y a des feuilles de magazine, il y a des petits... moi, j'appelle ça les zigouigouis. J'appelle ça comme ça parce que j'ai pas les noms. Des zigouigouis. C'est vrai que ça parle beaucoup, Karima, et on voit tout à fait de quoi vous parlez. Parce que je connais pas je sais pas les noms de ces petits trucs-là. Des fois, il y a des pinces à linge, des plumes, des papiers couleurs, des trucs qu'on va découper, et la personne, donc on met à disposition, par exemple, faites votre arbre de famille, votre lignée, Donc ça peut se passer aussi comme ça en groupe. Donc c'est des ateliers. Philippe, il se moque de moi. Non, mais il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, je vois les efforts que vous faites pour trouver des mots au plus juste, pour nous expliquer. Et je vous remercie, Karima. Il y a ça, et puis il y a aussi les ateliers d'art-thérapie, moi, que je fais. C'est des ateliers de mouvement corporel, de la danse des 5 rythmes. On avait déjà fait une émission il y a quelques années. Parce que vous nous avez parlé de l'autre danse. Non, pas celle-là. Non, celle-là, c'est à titre privé, Philippe. Il y en avait 2 de plus. Philippe, pas celle-là. Donc la danse des 5 rythmes d'une grande dame américaine, Gabrielle Roth. Roth, R-O-T-H. Alors mon accent anglais est nul, hein. Et donc où on danse en fait 5 mouvements. Qui représente un peu le mouvement aussi de la vague, et avec des tambours, donc vraiment laisser le corps exprimer et mettre en forme les douleurs, les peurs, ou la joie aussi. Hein, et la joie, exactement. Il y a la joie, la sérénité, la quiétude, tout ça. Donc c'est voilà un peu le cadre, comment ça se passe. Donc après, il y a des personnes qui vont aller voir comme au même titre quand ils vont voir un hypnothérapeute, parce qu'il utilise l'hypnose comme outil principal de thérapie. Un art thérapeute va utiliser toutes cette palette de couleurs, d'outils, d'ustensiles aussi pour faire sortir justement et la douleur et la reconnexion avec par rapport au thème de travail de la thérapie. Hein. D'accord. Voilà. Et quelle est la durée donc de l'art-thérapie ? La durée, alors ça dépend. La fréquence, Alors je sais pas pour toi Diala, comment tu le... Parce que toi tu parles, mais t'as fait ta maison, t'as mis un atelier. Voilà. Donc, moi le truc qu'il y a, c'est qu'en fait j'ai dû combiner les deux, l'hypnothérapeute et l'art thérapie. J'ai dû les combiner parce que c'est 2 choses qui me parlent. Le temps que ça prend, je peux vous dire qu'il y a des toiles, ils peuvent se faire en une journée, comme d'autres qui se font en 6 mois, 1 an. Donc c'est ça qui est génial en fait, parce qu'il y a une toile qui peut commencer aujourd'hui, je peux en commencer une, mais ça veut pas dire qu'elle va forcément se terminer. Il y en a une là, ça fait
bientôt 1 an que je suis dessus, et impossible de la terminer parce qu'en fait, j'en ai d'autres entre les deux qui bloquent en fait. Oui. Donc, ça prend du temps. Donc, on ne peut pas estimer. Oui. Mais en tout cas, l'art-thérapie fait partie des thérapies brèves aussi. Hein. C'est-à-dire donc, dans le courant des thérapies brèves, vous avez donc c'est le nombre de séances. Donc, elles peuvent se faire, par exemple, dans certaines séances, si je peux dire un peu Diala, des fois, on parle. Donc, on est dans l'analytique. On parle de situation, on décortique, on analyse, on revient, on part. Voilà, on fait un voyage comme ça, l'accompagnement. Et puis, après, Diala m'envoie, tiens Karima, suite à cette séance, voilà ce qui est sorti. Mais là, elle va le faire toute seule. Je ne serai pas moi avec elle. C'est-à-dire qu'il y a un tableau qui va sortir et qui va dire, tiens, ça c'est l'expression de quand on a travaillé là-dessus, tu te rappelles, il y avait ça, ça, ça. Donc on surligne des choses, mais qu'après, moi je le dis souvent, hein, en travail en thérapie, la plupart du temps, c'est pas dans la séance que ça se passe, c'est dans l'interséance, c'est-à-dire entre 2 sessions, c'est là où il se passe quelque chose. Parce que, et on le voit, et c'est ça qui est extraordinaire dans ce travail, vous l'avez compris, hein, moi je suis une passionnée dans la thérapie, d'accompagner les personnes vraiment à l'émergence de qui elles sont et de leur être, et de voir que quand elle vient là, et puis qu'entre deux, elle a découvert son art oratoire. J'ai des personnes qui m'ont dit, j'ai commencé à écrire des poèmes. Il y avait une dame, je vais raconter cette histoire parce qu'elle est impressionnante. C'est une dame qui est venue me voir parce qu'elle était phobique, donc en hypnose. Et elle phobique de l'avion. Moi, là où j'habite, à l'époque, mon cabinet était là où j'habitais, et j'habite à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. D'accord, Roissy Charles de Gaulle. Donc j'ai 3 couloirs au-dessus de ma tête, d'aller et de retour. Donc des avions, c'est tout le temps. La maison, on n'entend pas parce qu'on a les doubles vitrages. Mais la dame est arrivée, était terrorisée parce qu'elle m'a dit, mais les avions, dès qu'elle entend un avion, elle sursaute, elle est dans tous ses états. Et donc, elle me dit, elle va partir en voyage. Elle part pour le pèlerinage à la Mecque. Donc la dame vient 1 semaine avant, quoi. Donc juste pour donner rapidement l'histoire, et donc je lui dis, il faut trouver quelque chose. Donc on a fait la séance d'hypnose, et dans l'avion, elle a réussi à prendre l'avion, et elle s'est découvert de l'art pour la poésie. Et donc elle a écrit des poèmes sur l'amour du prophète, alayhi salam, sur l'amour de la Kaaba, sur l'amour de la... Parce qu'elle partait là-bas, et donc du coup, elle déclamait son poème dans l'avion. Donc pour vous dire, l'art-thérapie est un moyen très efficace pour pouvoir se libérer des émotions parasites. Voilà. Diala, où peut-on aller voir vos toiles ? Normalement, l'événement aura lieu à la Courneuve, à la maison de... Je ne sais plus, Karima, très bien, je ne me souviens plus, je t'ai envoyé... Oui, tu m'as envoyé le flyer. Mais je t'ai envoyé le flyer, c'est vrai que... J'apprécie quand vous êtes organisé à ce point et que vous maîtrisez les coordonnées des endroits. Alors, Karima... Donc, c'est portes ouvertes... Voilà, c'est la maison de la citoyenneté, 33 avenue Gabriel Péry à La Courneuve. Vous y accédez par la station T1 du tram, station Hôtel de Ville de La Courneuve. Oh, maintenant que vous avez l'adresse, vous faites le tram. Voilà. C'est ça, c'est tout vous, ça, Karima. Vous avez vu, je suis organisée. Vous rattrapez la situation brillamment. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci Diala. Merci à Karima. À vous de nous avoir prêté vos oreilles. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui partagent des émissions de Beurre FM. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.